Dans la vie, l'amour arrive souvent dans les moments les plus inattendus. L'histoire d'un homme d'affaires américain prospère le démontre clairement. À près de 60 ans, il a rencontré une femme qui avait la moitié de son âge. Cependant, cette relation, basée sur des intérêts matériels, a conduit à des conséquences désagréables. Par une calme soirée d'été, le 8 août 2017, dans le paisible district d'Upper Makefield, Pennsylvanie, tout a commencé comme d'habitude. Deux employés d'une entreprise pharmaceutique ont décidé de rendre visite à leur collègue, le représentant commercial de 64 ans, Mike McNew. Son indisponibilité pendant la journée les inquiétait, car un tel comportement était totalement atypique pour cette personne fiable. Quand elles sont arrivées à la maison, elles ont remarqué la voiture de Mike dans le garage. Tout semblait normal, comme si le propriétaire était chez lui. La sonnette à la porte est restée sans réponse, tout comme les coups persistants. Dans la maison régnait un silence total. En découvrant la porte d'entrée non verrouillée, les collègues inquiètes ont décidé de vérifier si tout allait bien. Elles sont entrées dans la maison et ont appelé Mike. Silence. Dans le salon, elles ont remarqué sa silhouette dans le fauteuil et ont ressenti un moment de soulagement, supposant qu'il s'était endormi. Mais quand elles se sont approchées, elles ont réalisé que la situation était beaucoup plus grave. Les femmes bouleversées ont immédiatement composé le numéro d'urgence 911. L'une d'elles était si choquée qu'elle ne pouvait pas parler de manière cohérente. Sa collègue a pris l'initiative et a décrit la situation au répartiteur. Suivant les instructions de l'opérateur, elle a vérifié l'état de Mike. Il n'y avait ni pouls ni respiration. Le répartiteur a envoyé les services d'urgence sur les lieux de l'incident. L'histoire de Mike McNew a commencé en 1953 en Pennsylvanie. Plus tard, la famille a déménagé à Williamsport, Maryland. Il a grandi dans une famille protégée où régnaient l'amour et la compréhension mutuelle. Après l'école, il est allé à l'université et a fondé une famille avec sa petite amie du lycée. Leurs sentiments étaient sincères et réciproques. Ils vivaient comme une famille typique de classe moyenne, dans une maison confortable près de la côte. Mike a toujours cherché le développement professionnel. Après avoir commencé sa carrière comme agent d'assurance prospère, il est passé plus tard à l'industrie pharmaceutique. C'est là que l'attendait le véritable succès. En fondant sa propre entreprise, il a pu offrir une vie confortable à sa famille. Mike était un homme d'affaires prospère qui offrait une vie aisée à sa famille. Cependant, le bonheur familial n'a pas duré. 3 à 4 ans après la naissance des enfants, les époux ont décidé de se séparer. Malgré la séparation, ils ont maintenu une relation cordiale et se sont occupés ensemble des enfants. Le fils et la fille rendaient souvent visite à leur père et les ex-époux entretenaient des relations amicales. Les enfants se souviendraient plus tard qu'ils n'avaient jamais entendu leurs parents se disputer, ni avant, ni pendant, ni après le divorce. Leur respect mutuel a persisté même après le divorce officiel au début de 2000. Mike a décidé de commencer un nouveau chapitre de sa vie dans la paisible communauté de Township Upper Makefield, dans le comté de Bucks, Pennsylvanie, une ville accueillante de seulement 8000 habitants. Il prévoyait de développer son entreprise jusqu'à sa retraite bien méritée. En tant que célibataire, Mike profitait de tous les plaisirs de la vie. Sa villa impressionnante était située au bord de la rivière. Il aimait conduire ses jet-skis privés, a développé une passion pour l'art et a commencé à collectionner des objets de valeur. Bien qu'il ne recherchait pas des chefs-d'œuvre mondiaux, sa collection lui procurait une joie sincère. Mike n'était pas pressé de changer son statut de célibataire jusqu'à ce que le destin le réunisse en 2012 avec Jennifer Morris, 28 ans, qui élevait seule un enfant. Une attraction mutuelle s'est enflammée entre eux. La relation s'est développée rapidement. Bientôt, Mike a invité son élu à des vacances dans les Caraïbes.
Leurs sentiments se sont montrés particulièrement intenses pendant ce voyage. Il avait spécialement apporté 2 jet skis et quads pour des excursions ensemble. À 60 ans, presque à l'âge de la retraite, il est tombé amoureux comme un adolescent, complètement envoûté par cette femme. Ses proches étaient étonnés par sa transformation. En 2015, après 3 ans de relation, Mike s'est fait son premier tatouage en l'honneur de Jennifer. Au même moment, il lui a proposé d'emménager chez lui, ce qu'elle a accepté. L'homme d'affaires l'a entourée de soins et de confort. Une chambre personnelle a été préparée pour l'enfant de Jennifer. Leur bonheur a duré jusqu'au 8 août 2017, lorsqu'un incident imprévu s'est produit dans la maison. À ce moment-là, leur romance avec la femme, qui avait la moitié de son âge, durait déjà depuis 5 ans, et ils préparaient activement leur mariage. Des collègues ont trouvé Mike chez lui dans un état préoccupant. Initialement, on a suspecté des problèmes cardiaques. Les services d'urgence arrivés ont trouvé Mike dans son fauteuil. Sa tête était penchée en arrière, les mains reposaient sur ses genoux. De l'extérieur, on aurait pu penser qu'il somnolait. Mais la situation s'est avérée beaucoup plus grave. Des traces de l'incident étaient visibles sur le sol et sur les vêtements. Les circonstances indiquaient que ce qui s'était passé n'était pas lié à des problèmes cardiaques. Une marque caractéristique a été trouvée entre les sourcils. Les enquêteurs devaient maintenant déterminer: était-ce le résultat d'une intervention extérieure ou d'une décision personnelle? Les experts criminels arrivés sur la scène ont immédiatement remarqué des détails inhabituels. La thèse d'un acte solitaire ne s'est pas confirmée. Aucun objet du crime n'a été trouvé à proximité, ce qui indiquait la présence d'une personne étrangère à ce moment-là. Lors de l'examen du salon, à environ 10 mètres de l'endroit où Mike a été trouvé, les spécialistes ont découvert une douille de calibre 380. Il est remarquable que tout soit resté en place dans la pièce, sans signe de lutte. Apparemment, tout a pris le propriétaire par surprise. Sur le poignet de Mike restait une trace caractéristique de sa montre disparue. Les poches de ses vêtements étaient retournées. Un ordinateur portable et un téléphone mobile ainsi que d'autres objets de valeur manquaient dans le bureau du rez-de-chaussée. À première vue, la situation rappelait un cambriolage ordinaire où le propriétaire avait accidentellement rencontré un visiteur non invité. Dans la chambre, de nouveaux détails importants ont été découverts. 2 armes à feu étaient enregistrées au nom de Mike McNews. Une seule a été trouvée dans la maison. Du Smith & Wesson calibre 380, il ne restait qu'un étui vide. Plus tard, il s'est avéré que c'est précisément cette arme que le propriétaire gardait pour sa défense qui a été utilisée lors de l'incident et a ensuite disparu. L'absence de traces et de dégâts suggérait que le visiteur connaissait le plan de la maison. Il savait où se trouvaient les armes et les objets de valeur et comment quitter le bâtiment sans être remarqué. Les enquêteurs ont commencé un examen approfondi de l'entourage de l'homme d'affaires et ont fait appel à des spécialistes supplémentaires. La thèse du cambriolage devenait de moins en moins probable. Malgré la disparition des objets personnels de Mike, de nombreux objets de valeur sont restés intacts. Par exemple, la collection d'art, où chaque pièce était artistiquement éclairée par une lampe séparée, est restée entièrement intacte. Tout indiquait que le représentant pharmaceutique de 64 ans avait rencontré quelqu'un qui avait des motifs personnels. La disparition des appareils électroniques ne semblait pas accidentelle. Ils contenaient peut-être des informations importantes. L'intégrité des portes et des fenêtres montrait que le visiteur avait des clés ou avait été laissé entrer par le propriétaire lui-même. En examinant la biographie de Mike, les enquêteurs ont découvert que c'était une personne pacifique, sans conflit, ni ennemi. Une attention particulière a été portée à sa compagne, Jennifer Morris, 33 ans.
Les voisins la décrivaient comme la fiancée de l'homme d'affaires plus âgé. Mais après l'incident, elle sembla s'être volatilisée, ce qui souleva de nombreuses questions chez les autorités. Les gens de son entourage décrivaient Jennifer comme une personnalité réservée, réticente à révéler des détails de sa vie. Seule sa relation difficile avec sa mère était connue. Dans de rares moments d'ouverture, elle parlait de son enfance difficile dans la maison familiale, où elle avait subi le comportement inapproprié de 2 amis de sa mère. La mère n'avait pas cru sa fille, ce qui avait conduit à un profond traumatisme émotionnel. La situation devint intenable. Jennifer quitta l'école et son foyer, décrivant cette période comme une phase de profonde dépression. Livrée à elle-même, elle trouva sa vocation dans la réparation de motos. La passion pour les 2 roues devint une obsession. Elle s'acheta une moto sportive et partageait souvent sur les réseaux sociaux des histoires de virées nocturnes à grande vitesse. L'apparence frappante de Jennifer était complétée par des tatouages distinctifs, des inscriptions sur la poitrine, l'image d'un revolver sur le biceps et un squelette souriant sur le bras. À 20 ans, elle devint mère, mais le père de l'enfant disparut rapidement de sa vie. Pour nourrir son enfant, elle combinait son travail de mécanicienne avec des performances au club Prestige en Pennsylvanie. C'est là qu'elle rencontra en 2012 Mike McNew, 59 ans, un client régulier de l'établissement. Après une conversation décontractée, il l'invita à dîner. Jennifer accepta, mais posa une condition: le paiement de ses dettes d'électricité de $1 200. Ainsi commencèrent leurs rencontres régulières dans des restaurants chers et des clubs à la mode. Mike était généreux en cadeaux. Bijoux, une moto, une voiture, des voyages. Jennifer l'appelait « papa » et il était flatté par l'attention de sa séduisante accompagnatrice. Le destin avait ses propres plans pour Jennifer. En Mike, elle vit une opportunité de changer sa vie. Ils partageaient beaucoup de choses, y compris le sentiment d'être des marginaux dans la société. Dans l'homme d'affaires fortuné, elle trouva non seulement un soutien financier, mais aussi de la chaleur émotionnelle. En 2015, ils emménagèrent ensemble. Au début, tout était harmonieux. Mais le temps apporta des changements. Les voisins ont rapporté de sérieux désaccords quelques mois avant l'incident et ont mentionné une violente dispute après laquelle le couple se serait apparemment séparé. Malgré le refroidissement de leur relation, ils continuèrent à vivre sous le même toit. Et maintenant, après l'incident, la soudaine disparition de Jennifer souleva de nombreuses questions. Tels étaient les témoignages des voisins recueillis par les enquêteurs. Jennifer semblait avoir disparu de la surface de la Terre, malgré une recherche intensive. Les enquêteurs décidèrent de parler aux enfants de Mike, qui à ce moment-là essayaient de digérer la nouvelle bouleversante concernant leur père. La famille se réunit immédiatement. Patrick accourut de Pittsburgh, sa sœur et sa mère du Maryland. Dans la maison familiale où ils se rencontrèrent, Patrick partagea avec les enquêteurs son opinion sur la relation de son père. Selon ses mots, il n'a jamais pris au sérieux la liaison avec la danseuse du club, la considérant trop vulgaire et intéressée pour une relation durable. Les proches et amis de l'homme d'affaires ont tenté plusieurs fois de le raisonner et l'ont mis en garde contre les possibles conséquences de cette relation. Leurs inquiétudes ne semblaient pas sans fondement. Un incident significatif s'est produit lors du mariage de Patrick en juin 2016. Le fils ne voulait pas que Jennifer soit présente à la célébration. Mike, ne voulant pas laisser sa compagne seule, n'est simplement pas venu à la cérémonie. Malgré le mécontentement de la famille, l'homme poursuivit la relation avec sa jeune élue. Il l'a même désignée comme bénéficiaire de police d'assurance d'un montant considérable, environ un demi-million de dollars. À ce moment-là, son penchant pour les substances interdites et ses possibles liaisons étaient déjà connus.
la relation avec Jennifer eut un impact significatif sur les rapports entre père et fils. Beaucoup soupçonnaient qu'elle semait délibérément la discorde pour obtenir le contrôle exclusif des finances de son riche compagnon. En 2017, la situation s'intensifia. Jennifer commença à prendre ses distances. Elle pouvait disparaître sans prévenir et rentrer tard dans la nuit, sans donner d'explication. Son intérêt pour la relation diminua nettement. Durant cette période, elle eut plus souvent recours à des substances interdites, ce qui conduisit à de graves problèmes de santé, et fut arrêtée 2 fois pour possession. De plus, elle causa un incident avec un cycliste qu'elle avait coupé dans la rue. Mike continua à soutenir sa petite amie et paya les amendes et les frais de justice pour 2 procédures, environ $4 000 par mois. Peu avant l'incident, selon les enfants, Mike partagea ses plans de mettre fin à la relation avec Jennifer et d'annuler le mariage prévu. Pour elle, cela signifiait tout perdre. Elle aurait dû payer elle-même les frais de justice, aurait perdu la luxueuse maison et le style de vie auquel elle était habituée, que son riche compagnon lui permettait. Patrick et Cathy, les enfants de Mike, n'avaient aucun doute sur les motifs de l'incident. Il ne s'agissait que d'argent. Selon eux, Jennifer n'a pas pu contrôler ses émotions quand elle a compris qu'elle pourrait perdre son style de vie habituel. L'examen médical a établi le cadre temporel de l'incident. Il s'est produit entre 24 et 48 heures avant que les employés ne trouvent Keck Mike dans son bureau. Les spécialistes ont déterminé que l'incident s'est produit à bout portant. L'enquête a montré que le projectile s'est divisé en 2 parties à l'impact. Une partie a touché une zone vitale, ce qui a conduit à des conséquences immédiates. Les autorités ont concentré tous leurs efforts sur la recherche de la principale suspecte, Jennifer Morrissey. À ce moment-là, elle était sous surveillance pour une infraction routière. La police attendait sa visite pour l'enregistrement obligatoire auprès de l'agent de probation. Le calcul s'est avéré juste. Le 10 août, 4 jours après l'incident, Jennifer était venue au poste pour payer des frais et s'enregistrer. Elle a mentionné aux fonctionnaires qu'elle avait vu les nouvelles concernant l'incident de Mike et qu'elle était bouleversée. L'officier de garde a immédiatement informé les enquêteurs. La situation semblait étrange. L'information sur l'incident est apparue presque immédiatement dans les médias et les réseaux sociaux. Pourquoi Jennifer a-t-elle attendu 4 jours ? Les enquêteurs ont fixé une rencontre avec elle pour le lendemain. Ils n'ont pas révélé leurs soupçons et ont seulement dit qu'ils devaient poser quelques questions sur Mike. En même temps, ils ont demandé l'autorisation de vérifier ses communications. Mais Jennifer, apparemment suspicieuse, ne s'est pas présentée à la réunion. Elle a disparu à nouveau pendant plusieurs jours. Un tel comportement ne correspondait pas au profil d'une personne ayant subi une perte et voulant aider à l'enquête. Selon l'expérience des enquêteurs, c'est ainsi qu'agissent les personnes qui ont besoin de temps. Normalement, les gens dans ces moments-là préparent des excuses ou essaient de disparaître. Pour Jennifer, c'était risqué. Elle était obligée de se présenter régulièrement à la police. Manquer les enregistrements lui aurait automatiquement causé des difficultés supplémentaires. Une arrestation n'était pas encore possible. Il manquait des preuves solides. Pendant que les enquêteurs attendaient l'apparition de Jennifer, ils continuaient à recueillir des informations. Ils ont parlé à un ami proche de Mike. Celui-ci a rapporté un récent appel de McNews où Mike partageait ses inquiétudes. Il avait découvert l'identité du compagnon de Jennifer, un homme surnommé l'impitoyable. Selon les mots de Mike, ce personnage donnait lieu à de sérieuses inquiétudes. La situation est devenue risquée et il prévoyait de mettre fin à la relation avec sa fiancée pour assurer sa propre sécurité. Derrière le pseudonyme se cachait Charles Kula, une figure connue du milieu avec un long historique carcéral. Son dossier contenait de nombreux délits graves, particulièrement en lien avec des substances interdites.
Sa dernière peine s'est terminée peu avant l'incident avec Mike. Après la libération de Charles, Jennifer a immédiatement emménagé avec lui, bien que beaucoup de ses affaires soient restées dans la maison de l'homme d'affaires. Elle venait régulièrement les chercher, et Mike a menacé de les entreposer pour mettre fin à ses visites. Selon l'ami de Mike, la relation de la femme avec une autre personne l'inquiétait, bien qu'il ne voulût pas lui-même avoir de conflit avec certains cercles sociaux. Mike décida simplement de mettre fin à la relation. À cette époque, Jennifer et Charles avaient déjà rendu public leur projet de mariage sur les réseaux sociaux. Que pouvait offrir un simple employé d'une entreprise pharmaceutique comparé à un homme d'affaires influent? Jennifer était attirée par un environnement particulier depuis sa jeunesse. Elle avait grandi parmi des personnes complexes. Charles Coula, son nouveau choix, était une personnalité connue dans ses cercles. Au cours de sa carrière, il s'était forgé une certaine réputation. Son caractère dominant et sa détermination semblaient attirer la danseuse. Les autorités judiciaires ont reconnu que l'enquête était entrée dans une nouvelle phase. Il y avait un suspect principal, une personne capable d'actions graves contre un homme plus âgé. Un soupçon est apparu que le nouveau compagnon de Jennifer était venu avec elle chez l'ex-partenaire, qu'une dispute avait éclaté ou qu'il prévoyait de prendre quelque chose. Mais la présence de Mike les dérangeait. C'est justement à ce moment que Jennifer a manqué une réunion obligatoire avec l'agent de probation, ce qui a fourni un motif pour son arrestation. Le 25 août 2017, la police est arrivée à l'atelier de motos où travaillait Jennifer. Elle a été arrêtée pour violation des conditions de sa liberté conditionnelle, ce qui a permis aux enquêteurs de vérifier une possible implication dans l'incident avec le fournisseur de médicaments. Plus tard, une codétenue qui coopérait avec la police a rapporté le comportement étrange de Jennifer et sa confession concernant des actions intentionnelles contre Mike. Lors de l'interrogatoire, les enquêteurs ont partagé leurs soupçons, mais elle a refusé de faire une déclaration et a contacté un avocat. La femme savait évidemment quelque chose, mais l'information n'était pas facile à obtenir. À ce moment-là, l'autorisation de vérifier les moyens de communication des participants potentiels est arrivée. Dans l'échange de messages entre Jennifer et Mike, un dialogue inquiétant a été trouvé. L'homme a écrit à son ex-partenaire que tout invité non désiré dans sa maison devrait s'attendre à des conséquences. Apparemment, il avait de sérieuses inquiétudes pour sa sécurité. Après ce message, la communication s'est interrompue. Le signal du téléphone de Jennifer a été localisé près de la maison de Mike pendant l'échange de messages. La connexion s'est interrompue à 21h45. Cela confirmait sa présence à proximité à un moment important. Ensuite, selon les données, Jennifer a conduit environ 20 km au sud jusqu'à la caravane de Charles. Elle est arrivée sur place vers 23h, après quoi elle n'a plus bougé. L'activité du téléphone de Mike est apparue plus intéressante. Jusqu'à 1h du matin, il était dans la maison, puis s'est déplacé vers la rivière. À 1h30, le signal a disparu. Probablement l'appareil est tombé dans l'eau. La question s'est posée. Qui a apporté le téléphone là-bas si Jennifer était déjà partie? Un expert en électronique a découvert que son téléphone s'était connecté au Wi-Fi domestique de Mike le 6 août 2007 vers 21h45. Étant donné la portée limitée du routeur, elle devait définitivement avoir été dans la maison. Au cours de l'enquête ultérieure, les autorités ont trouvé un téléphone portable supplémentaire appartenant à Mike. L'appareil était protégé par mot de passe et il y avait un risque de perte de données en cas de saisie d'une mauvaise combinaison. Heureusement, une liste de mots de passe utilisés par Jennifer a été trouvée sur l'ordinateur de Mike. Grâce à cette découverte, les spécialistes ont pu accéder à l'appareil, ce qui a conduit à d'importantes révélations. Il s'est avéré que Mike avait communiqué intensément avec Jennifer juste avant l'incident. Malgré les tentatives d'effacer la correspondance, les experts ont pu récupérer les messages. Le contenu des dialogues s'est révélé tendu.
Mike avait l'intention de contacter le FBI avec des informations qui auraient pu conduire à une longue peine de prison pour Charles. Naturellement, ce tournant des événements n'a pas plu à ce dernier. Les enquêteurs ont soupçonné que c'était précisément le déclencheur des événements ultérieurs. En vérifiant le téléphone de Charles Kuhl lui-même, il s'est avéré qu'il avait réagi assez calmement, tandis que Jennifer montrait une nette inquiétude. Dans les messages suivants, Mike a proposé un compromis. Il était prêt à renoncer à contacter le FBI si Jennifer revenait vers lui et mettait fin à sa relation avec Charles. Le dernier message de Mike était une déclaration d'amour qui était restée sans réponse. L'enquête ultérieure sur les réseaux sociaux de Jennifer a révélé des détails intéressants. Le lendemain de l'incident, elle a commencé à diffuser activement des informations contradictoires parmi ses connaissances. À certains, elle a parlé d'un comportement agressif envers un homme d'affaires âgé, à d'autres de la décision indépendante de Mike, et à d'autres encore, elle a assuré qu'elle avait coupé tout contact avec lui depuis longtemps et ne savait rien. Les enquêteurs ont interprété cela comme une tentative de créer un chaos informationnel. L'implication du couple dans l'incident est devenue évidente et leur déclaration était nécessaire. Lors de la conversation avec les enquêteurs, Charles a étonnamment partagé sa version des événements. Selon ses dires, il n'avait rien à voir avec l'incident. Tout s'est produit par la faute de Jennifer. Ce soir-là, elle est revenue agitée et a raconté que Mike l'avait confrontée avec une arme à feu après une conversation désagréable. En essayant de le désarmer, la tragédie s'est produite. Effrayée, elle a quitté les lieux. Plus tard, Jennifer a demandé à Charles de la ramener chez Mike. Elle voulait vérifier son état et éventuellement lui porter assistance. Charles, ne voulant pas être impliqué, a demandé à son ami Jerry, qui vivait à proximité dans une caravane avec sa mère, d'accompagner Jennifer. Pendant l'enquête, Jerry a commencé à coopérer avec les autorités et a révélé des détails importants sur cette soirée. Il a confirmé avoir conduit Jennifer à la maison près de la rivière, bien qu'il n'ait pas compris initialement le véritable but du voyage. Cependant, quand ils sont arrivés sur place, tout est devenu clair. Jerry a remarqué des incohérences dans les déclarations de Jennifer concernant une prétendue altercation physique. La situation dans la maison racontait une toute autre histoire. Selon son témoignage, le propriétaire de la maison était simplement assis dans son fauteuil. À leur arrivée, Jennifer n'a même pas essayé de vérifier son état ou d'offrir de l'aide. Au lieu de cela, elle s'est mise à chercher des objets de valeur. Elle a pris la montre au poignet de son ex-partenaire, a emporté l'ordinateur portable et a jeté son téléphone dans la rivière. Ensuite, Jerry l'a conduite à la caravane de Charles. L'enquête a révélé des traces d'ADN de Jennifer sur les poches des vêtements de son ex-partenaire qu'elle avait fouillés. Charles, son partenaire actuel, avait un alibi en béton. Peu avant l'incident, il avait eu un grave accident de la route. À ce moment-là, il se déplaçait en fauteuil roulant, pouvait à peine marcher et était physiquement incapable d'être impliqué dans l'incident. Il a également souligné qu'il était en liberté conditionnelle et comprenait très bien que tout problème juridique était absolument tabou pour lui. Les enquêteurs ont trouvé ces arguments convaincants et ont confirmé qu'au moment indiqué, il se remettait effectivement de l'accident. Le 29 septembre 2017, Jennifer Morris a comparu devant le tribunal pour action préméditée, enrichissement matériel et dissimulation de preuves. Le procès a été fixé au 24 janvier 2019. L'accusation a lié son acte à une série d'événements antérieurs. Le motif principal était que son riche partenaire avait refusé de continuer à financer son style de vie dispendieux et avait mis fin à la relation. La goutte d'eau a été son intention de contacter le FBI. De plus, Jennifer espérait obtenir un avantage considérable. Elle réclamait une prestation d'assurance d'environ $1,5 million. Tout
tous ces faits ont été étayés par de nombreuses preuves matérielles. L'enquête a rassemblé un volume impressionnant de matériel, de nombreux enregistrements de conversations, des rapports d'experts et des témoignages. Cependant, la figure clé de l'affaire fut Jerry, une connaissance du nouveau petit ami de Jennifer. Son témoignage dans la salle d'audience s'est avéré décisif. Jerry a rapporté comment l'accusé est retourné sur la scène du crime et a tenté d'éliminer des preuves. Pour sa coopération dans l'enquête, il a été exempté de responsabilité. La même décision a été prise pour son petit ami Charles qui, malgré la dissimulation de preuves et la destruction d'un objet important, a accepté de témoigner contre sa compagne. Au procès ont également témoigné ceux qui étaient avec Jennifer en détention provisoire. Cependant, la défense a insisté sur le caractère pacifique de l'accusé et a souligné l'absence de tendances agressives. Pour le confirmer, Jennifer a décidé de faire un discours. Dans son récit, elle a décrit comment elle s'est rendue chez Mike pour récupérer des objets personnels. Selon ses dires, il l'a reçue agressivement. Un objet à la main, l'a insulté et lui a refusé l'entrée. Une bagarre s'est développée pour le contrôle de l'objet en question, pendant laquelle le malheur s'est produit. Jennifer a affirmé s'être défendue car elle craignait pour sa sécurité. Cependant, sa version contredisait les faits. Mike a été trouvé assis dans le fauteuil, pas à l'entrée. Les experts ont présenté des preuves de la préméditation des actes. Les experts ont établi que la distance entre l'objet et la personne était d'environ 3 cm. Le 1er février 2019, le jury s'est retiré pour délibérer. Le tribunal a reconnu Jennifer coupable de tous les chefs d'accusation. Crimes graves, vol et falsification de preuves. Elle a reçu la peine maximale sans possibilité de libération anticipée. Tout au long du procès, elle n'a montré aucun remords. Le procès a été particulièrement difficile pour le fils de Mike. Il a dit plusieurs fois qu'il ne pouvait pas pardonner à l'accusé d'avoir détruit leur famille. Son enfant est resté sans grand-père et lui-même sans père. Ses dernières conversations avec son père étaient assombries par des conflits et cette situation ne peut plus être corrigée.